Ok, donc du coup, notre séance d'aujourd'hui va porter sur les dockers en robotique. Ok? Déjà, est-ce que vous avez entendu parler des dockers? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle? Bien, je vais directement prendre la main. Donc du coup, les dockers, en fait, c'est un outil hyper intéressant qui est énormément utilisé dans le monde du logiciel, principalement par tous ceux qui font du DevOps. Donc, c'est utilisé pour faire du déploiement système principalement. Et du coup, voilà, donc, comme d'habitude, tout ce qui touche au monde du logiciel finit par impacter le monde de la robotique, parce que dans le monde de la robotique, on a besoin d'implémenter, on a besoin de déployer, on a besoin de répétabilité, on a besoin de productivité. Donc, du coup, voilà pourquoi dans le monde de la robotique, on a fini par s'intéresser aussi à cet outil-là, au Docker. Donc, c'est quoi le Docker en fait? Le Docker, en gros, c'est juste une plateforme qui permet de pouvoir packager toute une application. Donc, on peut encapsuler toute une application robotique avec ses dépendances, avec son OS, avec ses versions, dans dans ce qu'on appelle une image en fait. Donc, en gros, le Docker, c'est vraiment un outil qui va nous permettre de pouvoir contrôler tout ce qui va ancrer dans un système. C'est-à-dire, tu es capable de te dire, dans une image Docker, j'utilise telle version de Ubuntu, j'utilise telle version de Python, j'utilise telle version de C++, j'utilise telle version de tel logiciel, tu vois, et tu peux inclure les dépendances que tu veux. Donc, en gros, ça te permet déjà d'un, de pouvoir faire un vrai contrôle du système, un contrôle des dépendances et un contrôle de tout ce qui va entrer en compte dans ton application. Donc, dans notre cas, l'application robotique. Donc, c'est pour ça que là, on a mis un contrôle de dépendance. Donc, en gros, tu es capable de figer un OS, de figer des librairies, quand ce qui concerne ROS, de figer ta version ROS, tes outils de build et tout ce qu'il faut. Et, c- et cette, et cette plus-value-là, en fait, est hyper importante. Pourquoi? Parce que, comme vous avez pu voir, au niveau des logiciels robotiques, on a énormément de versions. Donc, on est dans un monde où les versions des logiciels, ça progresse tellement vite. Et deux fois, on a ce souci d'incompatibilité entre les versions. C'est-à-dire que deux fois sur un PC, tu peux installer telle version, mais tu ne peux pas installer une autre version. Deux fois sur un PC, si tu as telle version de OS de Linux, tu ne peux pas installer telle version de ROS ou telle version de Python. Tu vois, il y a tellement de cas de compatibilité. Et du coup, nous, en tant que développeurs, on n'a pas envie d'être limité par ça. Donc, on a envie de pouvoir, comment on veut dire, de pouvoir tester plein de choses à la fois sans toutefois être obligé de désinstaller, réinstaller, désinstaller, réinstaller. Et c'est vraiment dans ce cas-là que Docker vient, en fait, que Docker vient nous sauver. Bien. Donc, pourquoi est-ce qu'on utilise ça dans la robotique? Comme j'ai expliqué tout à l'heure, donc on a ce besoin de reproductibilité du système parce qu'en fait, de base, un système ou un logiciel a besoin de fonctionner sur plusieurs types de plateformes et dans plusieurs environnements. C'est-à-dire qu'en fait, on veut ne plus être dans le cas où on dit ça fonctionne sur mon PC, mais ça ne fonctionne pas sur ton PC. Ça fonctionne quand j'étais au labo, mais ça ne fonctionne pas sur le robot. Ça fonctionne ici, mais ça ne fonctionne pas là-bas. Donc, on veut éliminer ce cas-là. Donc, voilà pourquoi aussi on crée les Docker. Pourquoi? Pour pouvoir chaque fois reproduire notre application, qu'importe la plateforme. Après, la deuxième partie, c'est voilà, comme je dis, c'est pouvoir garder, de pouvoir tester pas mal de versions du système, notamment pour ROS ou même pour Ubuntu sur nos plateformes. C'est-à-dire, OK, je vais tester mon application sur un ROS noétique, ROS 1. Je vais tester mon application sur un ROS Humble, ROS 2. Je vais tester mon application sur un OS Ubuntu 20. Je vais tester mon application sur un OS Ubuntu 22, tu vois. Et les images Docker ou Docker même nous permettent de pouvoir faire ça sans toutefois déinstaller et réinstaller le système en fait. Après, il y a la partie transfert rapide, c'est-à-dire qu'en fait, si je veux que tu reproduises directement tout ce que j'ai fait sur mon PC, bah écoute, je peux directement te transférer l'image Docker et il y aura cette partie reproducibilité là en fait. Donc après, derrière, il y a la partie déploiement aussi, donc toute une partie déploiement système. Voilà, ça fonctionne à la fois sur les architectures
ARM et les architectures AMD, donc les architectures liées au PC ou les architectures type système embarqué, donc Raspberry, NVIDIA. OK? Est-ce que jusqu'ici, on est bon? Oui, oui, ça suit. Ça Parfait, suit. parfait. Donc, Docker, comme on dit, c'est un outil. Il fonctionne c'est un cross-platform sur plusieurs plateformes. Donc, il fonctionne sur Linux, il fonctionne sur Windows et sur Mac. OK? Donc, moi, j'utilise Linux et du coup, pour l'installer, c'est très facile. Docker, il y a un site dédié pour Docker, donc voici. Tu vois, là, install, il te donne toutes les indications pour pouvoir l'installer. C'est pas compliqué à installer. Vous pouvez faire très vite, hein. C'est juste quelques lignes de commande là pour pouvoir installer Docker. Donc, il y a plusieurs versions d'installation. Donc, comme c'est indiqué là, ça c'est directement sur Ubuntu. Tchouk, 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 c'est maintenu, tu vois. Voilà, OS Requirement. On a le 22, on a le 24, on a le 25, on a le 25.10. Voilà. Toc toc, ici, les commandes à lancer pour pouvoir installer Docker, tout est là. Voilà, c'est deux, trois lignes de commande, c'est tout bon, c'est installé. Et je vous propose de suivre plus cette partie-ci en fait. OK, pour l'installation. Deux, trois lignes de commande, c'est installé, c'est plié. OK? Voilà, tu as tout même sur Debian, il y a de quoi faire. Et Debian, enfin, vous voyez, il y a plein de OS qui sont, mais qui peuvent, où on peut l'utiliser. Donc, Fedora, CentOS, on a plein de versions. Voilà. Donc, on n'est pas limité, tu vois, on n'est vraiment pas limité. Donc, c'est utile sur plusieurs plateformes. OK? Donc, une fois qu'on installe Docker, il y a souvent une manip à faire. Une fois qu'on installe Docker, en fait, il y a souvent une petite manip à faire, c'est de donner les droits en fait à Docker. Donc ça, c'est très simple, c'est juste avec cette petite ligne de commande. Donner les droits à Docker, ça veut dire quoi? En fait, ça va juste nous éviter d'utiliser la commande sudo pour pouvoir exécuter une commande Docker. C'est tout. Tu vois, au lieu de faire sudo Docker, en faisant cette commande, en fait, tu vas juste faire Docker. OK? Parce que quand tu fais sudo, ça signifie que voilà, tu demandes les droits à l'administrateur, après tu entres ton mot de passe, tout ça. Mais si tu veux plus faire ça et que tu veux donner les droits à Docker directement, voilà, c'est juste appliquer cette ligne de commande et du coup, tu donnes les droits à Docker, plus besoin de sudo. OK? Bien, pour l'installation, je vous laisse suivre la procédure et l'installer sur vos PC. Vous voyez? C'est pas compliqué. Et une fois que c'est Docker installé, voilà, vous pouvez juste vérifier comme ça si vous avez Docker installé. Voilà, avec un Docker version. OK? Donc, comme vous pouvez voir, moi j'ai la version 28.0.4. OK, je suis tout bon. Ça veut dire j'ai mon Docker installé. Donc, Docker, comme tout outil, hein, ça peut fonctionner avec manière graphique. Donc, il y a une application graphique, surtout sur Windows, où tu peux manipuler tes images Docker, ou en ligne de commande, comme je fais là, sur Linux, où tu peux voilà, faire des commandes Docker. D'accord? Donc, un peu comme tout système en ligne de commande, on a toujours droit à un petit help, voilà, comme ça, qui nous donne des indications sur les ensembles des commandes. Donc, par exemple, ils te disent que le run, ça te permet de create et lancer un nouveau container à partir d'une image. Exécute une commande pour lancer un container. PS, ça te permet de lister les containers. Build permet de créer une image à partir d'un Dockerfile. Pull permet de télécharger une image à partir d'une registrie. Push permet de pousser une image sur une registrie. Images permet de lister voilà, la liste des images. Et login et ainsi de suite. Bon, mais ne vous inquiétez pas, on verra à quoi servent ces commandes au fur et à mesure. OK? D'accord. Euh, donc, lorsqu'on installe Docker, voilà, je fais ça. Donc, on peut tester déjà on peut tester déjà en faisant quoi? En lançant la création la création d'une première image.
C'est vraiment, c'est un peu comme dans tout logiciel quoi, le Hello World. Donc on peut juste essayer de faire ça, on va pouler l'image Hello World pour faire c'est l'image, c'est juste l'image d'ancrer, OK? Voilà. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Et là, on voit qu'il a fait le pull de l'image Hello World, le pull completed, parce qu'en réalité, on va l'expliquer plus tard, il part chercher l'image dans le Docker Hub. Hello from Docker. This message show that your installation appear to be working correctly. OK? Voilà. On a un message qui nous rassure que tout fonctionne bien. Ça marche? Bien. OK. Maintenant, on va s'attaquer à des concepts clés de Docker. Bah, faut s'éteigner un peu. D'accord? Donc, premier concept clé de Docker, hyper important, c'est le concept d'image. Qu'est-ce qu'une image? Donc, vous allez énormément entendre parler de ça chez Docker. Vous allez énormément entendre parler d'image, image, image, image Docker, image Docker. Qu'est-ce qu'une image? Donc, une image, en fait, c'est un modèle figé qui contient tout ce qu'il faut faire pour tourner une application. Il est constitué d'un nom et d'un tag. Voilà, comme ça, nom, tape 2 points, tag. Voilà, par exemple, en ce qui concerne Ross 2 points humble. OK? C'est ça une image. Donc, je répète, une image est un modèle figé qui contient tout ce qu'il faut pour tourner une application. Bien, qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie qu'en fait, une image Docker, c'est un peu comme, voilà, il faut voir ça comme ton système ou alors ton OS que tu es en train de constituer. Dis-toi que tu es en train de créer, par exemple, un OS, par exemple. C'est pas vraiment le cas, mais dis-toi que tu es en train de créer un OS ou, voilà. Non, même pas. Prenons pas l'exemple de l'OS, c'est pas si représentant que ça. Prenons plutôt l'exemple voilà, d'un plat, d'une nourriture, d'accord? Donc, l'image, en réalité, c'est un peu comme ta nourriture. Et pour fabriquer ta nourriture, tu dois suivre une certaine recette. Hein, tu ajoutes la tomate, tu ajoutes l'oignon, tu ajoutes ci, tu ajoutes ça, tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes, tu ajoutes. Donc, l'image, en fait, c'est ta nourriture finale. C'est-à-dire, une ta nourriture finale, c'est pour ça que on parle de modèle figé qui va contenir ton application. C'est-à-dire, et à l'intérieur, tu vas ajouter tout ce qu'il faut pour ton application. C'est-à-dire qu'en fait, si tu sais que, OK, tu veux faire tourner, euh, on parle de ROS, par exemple, on parle d'une application robotique. Tu veux faire tourner un système robotique avec ROS. Qu'est-ce qu'il faut dans ton image? Il te faut que tu installes ROS. Il faut que tu installes les outils de ROS que tu auras besoin, des outils de compilation, d'exécution, d'intégration si nécessaire. Et c'est ça, en fait, qui va constituer ton image. OK? Ça, c'est le premier point qui concerne les images. Deuxième point, hyper important, ce qu'on appelle les containers. Attends, je vais, avant de passer les images, je vais donner la liste, comment est-ce que les images sont constituées. Par exemple, ici, sur mon PC, vous allez voir, j'ai pas mal d'images qui existent. Là, j'ai cette image Hello World que je viens tout juste de créer. Vous voyez, à chaque fois qu'on a une image, on a un tag. Donc, j'ai mon image Hello World que je viens tout juste de pousser, de tirer là. J'ai des images, attends, une image rose qui est voilà, par là, ici. J'ai une image rose mélodique, ça c'est rose 1, vous voyez. J'ai une image rose mélodique, voilà, qui est disponible ici. J'ai des images, voilà, j'ai pas mal d'images quand même, parce que je travaille beaucoup sur les Docker, donc il y a pas mal d'images qui existent, ok. Donc voilà. Maintenant, deuxième notion hyper importante, c'est la notion de container. En fait, le container, c'est une instance d'exécution d'une image. Donc, il faut prendre, en fait, il faut visualiser en fait ce qui se fait dans la programmation orientée objet. Je ne sais pas si vous vous rappelez, en programmation orientée objet, tu vas créer ton objet, donc considère que ton objet c'est comme ton image, et après derrière, tu vas instancier ton objet. Donc, tu fais une instance de la classe. Et ton instance, qu'est-ce qui va se passer? Il va hériter des attributs et des méthodes de ta classe. OK? C'est pareil pour un conteneur. C'est-à-dire qu'un conteneur, en fait, c'est une instance de ton image
En gros, dans ton conteneur, tu auras tout ce que tu as installé dans ton image. Et une image peut avoir plusieurs conteneurs. On est d'accord? Une image peut avoir plusieurs conteneurs. Ça dit quoi? Je prends un exemple concret. Si tu crées par exemple une image, même par c'est tu crées une image par exemple Ubuntu, voilà, Ubuntu 20, et derrière tu dis OK, je vais développer mon application et pour développer mon application, voilà, je vais créer des conteneurs qui sont basés sur l'image Ubuntu. Donc tu vas découper, comment dire? Tu vas découper donc ton image, même pas découper, tu vas créer des instants de ton image au travers des conteneurs et tu auras plein de conteneurs qui vont tourner sur Ubuntu 20. OK? Donc ici, je peux faire ça, vous allez voir, docker ps-a, ça me permet de lister en fait, voilà, ça me permet de lister les conteneurs qui ont été créés. Par exemple ici, vous voyez que j'ai un conteneur qui s'appelle, voici le nom du conteneur, il est ici, qui s'appelle Musin Kilbing. Ouais, ça donne un nom bizarre quand tu n'attribues pas un nom, il t'ajoute un nom un peu comme ça. Il te dit, on a ce conteneur qui est issu de cette image. Ah non, c'est ça. Il est issu de cette image. D'accord? Et je peux créer plusieurs conteneurs à partir de cette image. OK? En fait, si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à me poser des questions, hein, si je suis trop rapide. Ça, c'est la, no- Ok. ça, c'est la notion de... Autre Oui, question. En gros, vas-y. l'image, est-ce qu'on peut le considérer comme une petite VM dans laquelle on met, par exemple, c'est comme par exemple pour les gens qui travaillent avec des VM, pour utiliser Ubuntu, un truc comme ça. On Ouais. télécharge juste un desktop. À chaque fois, on rajoute si on veut lancer Ubuntu, par exemple, si on veut lancer Windows 10, un truc comme ça. Ah, très bonne question. Très bonne question. Je l'ai pas mentionné, effectivement. On peut voir ça comme une VM, mais il y a une différence entre Docker et les VM. D'accord. On peut voir ça comme une VM, effectivement. C'est déjà quand tu utilises un VM, qu'est-ce qui se passe? C'est tu vas splitter la ressource de ton PC. On est d'accord. Quand tu crées ta VM, tu l'attribues une certaine ressource, tu l'attribues une mémoire, tu vois, en fait, tu divises vraiment la ressource de ton PC. Et c'est aussi là où Docker est super important parce qu'en fait, avec Docker, il va directement utiliser le noyau de ton système. C'est-à-dire qu'il est capable d'aller puiser directement dans toutes les ressources de ton PC. Tu vois? En gros, Mm. tu as une application qui va fonctionner avec toute la ressource de ton PC. Ok. Donc, tu n'auras plus les soucis de ressources qu'on a souvent quand on utilise les VM parce que, ah oui, non, c'est trop lourd pour tourner en VM, tout ça. Non, 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 avec l'image Docker, il va directement aller puiser. En fait, c'est toujours toi qui autorise, hein, mais il utilise le noyau de ton système. D'accord? Et voilà. Et après, derrière, voilà, c'est toi qui gère le reste comme tu le souhaites, quoi. OK? Ok, d'accord. Voilà. Donc, euh, donc la 3e notion, c'est les volumes. Donc, le volume, c'est juste un stockage persistant ou pas que tu donnes à ton container, c'est tout. C'est un répertoire, en fait. C'est ça qu'on appelle les volumes. OK? Après, il y a la partie réseau aussi. Donc, le réseau, voilà, c'est le réseau local de ton PC que tu vas connecter à ton image ou à ton container. D'accord? Donc, l'idée même des images Docker, c'est comme si tu vas créer une petite machine dans ta machine qui va utiliser toutes les ressources de ta machine. OK? Et ça, en faisant ça, en fait, ça te permet de pouvoir répliquer, de pouvoir dupliquer ton application, de pouvoir transférer ton application comme il faut sans souci. D'accord? Bien. Mais vous inquiétez pas, au fur et à mesure, on reviendra encore sur ça avec des exemples clés. Comme ça, vous allez mieux comprendre. Bien, on avance un peu. Donc, dans l'univers de Docker, en fait, on a ce qu'on appelle un Docker Hub. Un Docker Hub, en fait, c'est un peu comme un GitHub
En gros, c'est un hub où on stocke les images, d'accord? Donc il est disponible là. Donc c'est comme GitHub, hein, donc vous pouvez venir créer votre compte. Je pense que j'ai un compte si je ne me trompe pas. Vous pouvez venir créer votre compte et continuer. Vous pouvez venir créer votre compte, voilà, et vous avez accès au Docker Hub. Mais c'est pas obligatoire, vous pouvez travailler sans créer un compte, d'accord? Par exemple, si je viens là, dans Explore, je lui dis Ubuntu, voilà, vous allez voir, c'est vraiment comme GitHub, vous voyez, il y a plein d'images Docker qui sont stockées. Par exemple là, tu vois là, voici Ubuntu, on te dit c'est officiel, Docker Official Image, c'est maintenu vraiment par l'organisme Ubuntu. Donc il te dit, ah oui, voici ce qui est supporté. Donc il existe là des images Docker qui sont pour Ubuntu 22, 24, 25, et ainsi de suite. D'accord? Et il t'indique ici comment tu peux faire pour pouvoir tirer ces images-là. Donc, un Docker pull Ubuntu, tac, il est là. D'accord? C'est si par exemple, on va prendre qui? On va prendre celui-ci là. Voilà. Je sais pas ce que c'est. On va l'utiliser. Donc, je viens là, clean. Alors, je viens là. Là, je suis en train de tirer l'image. Vous voyez, j'ai pas besoin de me connecter. Vu que ce sont des images publiques, bah, tout le monde a accès à ça. Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens tout juste de. Sur GitHub, on va dire cloner, mais ici, on dit je viens de tirer l'image Ubuntu 25. Or, n'oubliez pas, mon PC actuellement, il est sur Ubuntu 24. Vous voyez un peu le truc? C'est-à-dire qu'en fait, sur mon Mhm. PC, je suis capable d'utiliser Ubuntu 25. Pourtant, en réalité, mon OS autre, il est sur Ubuntu 24. Et tu vois, s'il y a une application qui est sortie et qui fonctionne que sur Ubuntu 25, je serai en mesure de tester cette application-là sur Ubuntu 25 via mon image Docker. Vous voyez un peu la puissance du truc? Ouais. Voilà, donc il est quelque part. Bon, je vais faire un grep parce que j'en ai pas mal de. Voilà, il est là. Il est bien installé. Il est bien présent. Et vous voyez, il n'est même pas lourd. En gros, j'ai un OS en image sur mon PC, mais comme il n'est pas lourd, hein, je pense qu'il est super, super épuré. OK? Et ça, c'est important. Pourquoi? Parce que des fois, quand tu veux déployer ton application, tu as plein de choses que tu n'as pas envie d'installer dans ton Ubuntu, quoi. Tu veux juste que c'est ton application qui tourne. Voilà. Donc, ici, tu as ton Docker Hub, voilà, qui te permet tu peux explorer, hein. Ceux qui font par exemple de la base de données, ils vont te dire oui, j'ai besoin d'une image sur MySQL, voilà, MySQL, hop, voilà, tu vois, tac, tac, c'est bien, c'est dispo, tu vois, tu peux utiliser des images MySQL et ainsi de suite. Donc, tu peux tirer le max d'images possible pour faire tes applications. D'accord? Bien. Donc la commande, comme vous avez pu voir, donc en ce qui nous concerne par rapport à ROS, voilà, tu peux tirer des images ROS comme ça, Docker, pull, ROS, Humble, tout ça. Donc concernant les images ROS, je vais revenir là, on va faire, ce qu'on fait, on travaille sur ROS. Hop, voilà. Ici, tu vois, tu as pas mal, tu as les images qui viennent de OZFF, là, c'est l'organisme qui maintient ROS. Tu as une image qui est maintenue aussi par l'organisme ROS, dans les deux, c'est presque pareil. Donc, tu peux venir à l'intérieur et tu vois, tu as accès à plein de choses. D'accord? Donc, tu peux décider de choisir, OK, oui, je vais travailler avec telle version de ROS, telle autre version de ROS, tu viens juste télécharger l'image ici. Donc, si tu veux travailler avec Jazzy, tu viens télécharger juste Jazzy. Si tu veux travailler avec Calted, là, tu télécharges Calted, et ainsi de suite. Et ce qui est bien, comme tout à l'heure, je vous parlais, c'était Docker, en fait, c'est multiplateforme. Donc, tu peux l'utiliser en AMD64 ou en AM64. Donc, ça, c'est ton PC. Ça, c'était la puce. Ça, c'est le microcontrôleur, en fait, le microprocesseur. Donc, tout ce qui s'y a dans les Raspberry, NVIDIA, ainsi de suite. D'accord? Alors que ton image peut fonctionner à la fois sur ton PC ou alors sur un système embarqué. Voilà. Vous voyez comment c'est complet. Bien, maintenant, on va taper dans le vif du sujet pour que ce soit un peu plus concret pour chacun d'entre vous. OK?
Et pour le faire, on va utiliser, on va aller en démo avec une version de ROS qui n'est pas dans mon PC. Donc, moi, je suis sur mon PC, j'utilise ROS 2. Voilà, ROS 2. Chez Tchouk Tchouk. Attends, vous allez voir. Echo, Omandola. Alors, ROS Distro. Voilà. Donc, on est d'accord, je suis bien sur Jazzy. OK? Ça, c'est ma version de ROS. Mais disons que là, j'ai envie de tester j'ai envie de tester ROS 1. Bon, j'ai une application qui tourne, moi je vais fonctionner avec ROS 1. D'accord? Donc pour le faire, il y a deux possibilités. Première possibilité, c'est que tu télécharges voilà, la version de ROS 1, la description de ROS 1 qui t'intéresse. Donc sur mon PC, j'ai Melodic, mais j'ai dit oui, moi Melodic c'est bien, mais j'ai envie de travailler avec ROS Noetic. D'accord? Donc il y a deux façons de pouvoir télécharger une image. La première méthode, c'est d'utiliser le Docker Pool. Donc, tu mets Docker Pool et tu donnes le nom de l'image. Donc, vu qu'on est on travaille, on veut télécharger une image ROS, donc le nom de l'image c'est ROS. Ensuite, tu vas donner le nom du tag. Donc, ici, par exemple, l'exemple, c'est le Humble ROS Base, mais tu peux donner le nom du tag que tu veux. Tu vois, il y a plein de tags possibles ici. Voilà, il y a plein de tags qui sont possibles. Mais bon, on s'est dit, on veut utiliser le noétique. Donc, moi, je vais utiliser noétique là, au lieu de Humble. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller tirer docker pool ROS 2 noétique. D'accord? Je vais aller pouler ça. Pourquoi ça marche? Parce que, comme on dit, ça, c'est une image publique. Donc, tout le monde a accès à ça. Il n'y aurait pas de souci. Donc, docker pool ROS noétique. Et là, il est en train de télécharger mon ROS noétique. On est bon jusqu'ici? Oui, oui, ça va. Voilà. Nice. Donc là, c'est bon, c'est terminé. Donc, si je fais Docker Image pour voir la liste de mes images et pour voir si c'est présent, je fais toujours mon petit grep comme ça pour être sûr parce que sinon ça va mettre beaucoup de choses. Voilà. Donc, je vois bien que j'ai mon image ROS Noetic est disponible sur mon PC. D'accord? Maintenant, je vais tourner mon application avec ROS Noetic. Je vais tourner mon application ou alors je veux créer un container, voilà, avec ROS Noetic. Donc, pour créer un container, c'est simple, c'est la commande docker run. Et c'est ça que vous allez voir là. Donc, pour créer un container, en fait, et y accéder, bon, cette commande, ça fait deux choses. Ça crée le container et ça accède au container. D'accord? J'utilise la commande docker run. Docker run, ça fonctionne comment? Donc, docker run, c'est la commande voilà, qui va te permettre de pouvoir créer ton container. I pour dire itératif, T pour dire le tag, remove pour dire qu'en fait, une fois que tu sors de ton container, ça supprime ton container. Le nom de l'image qui va être utilisée pour la création de ton container et la commande à exécuter lors de l'entrée dans ton container. C'est bon? Donc, on va faire ça ici. Docker run, -it, remove, le nom de l'image, voilà, on met ça, noétique, et la commande de base, batch. Une fois, tac, je ne sais pas si vous voyez la différence. Regardez là, par exemple, là, je ne suis plus sur mon PC hôte. Là, tu vois, là, je suis dans le container. Et là, pour vous prouver, vous allez voir, je vous vois un nouveau. Tu vois, et ici, là, je suis sur mon PC, mais là, je fais un petit clean comme ça pour que ce soit clair. De ce côté, je suis sur mon PC. Vous voyez, c'est mon nom qui apparaît là. Et vous voyez le répertoire où j'étais. Là, je suis sur mon PC, mais là, je suis dans le container. Et là, vous allez voir, et je suis dans quel container? Docker PS. Voilà. Bon, c'est vrai, j'ai un truc qui tourne déjà. Le voici. Voici le container que j'ai créé. Il est juste là. Attendez, on va faire ça. Donner un peu plus d'espace. Voilà. C'est bon pour vous? Donc, en gros, Oui, oui. avec ma commande Docker Run, j'ai créé un container qui s'appelle Launching la Lama, qui est issu de ROS Noetic. D'accord? Bon, après, il a son identité. Et de ce côté, je suis dans mon container. Vous allez voir,
Si j'ai fait un ls, vous voyez, c'est pas la même chose que j'ai ici. Si j'ai fait un ls, vous voyez, c'est pas pareil. Parce que ici, je suis dans un OS différent. Ici, je suis dans l'OS de mon conteneur. Et comme on connaît, ROS noétique, il ne fonctionne que en dessous de ROS 0, ROS 20. Donc ici, en réalité, si je connais plus la commande pour regarder la version de l'OS, je sais plus c'est quoi. Voilà. Donnez-moi la commande pour vérifier la version de l'OS. Je vais l'exécuter ici. Mais vous allez voir, je suis plus sur mon Ubuntu 24, mais je suis plutôt sur mon Ubuntu, euh, un Ubuntu 20 par exemple ici, je pense. Mais c'est pas ça le truc, c'est que vous allez voir que Echo, vous allez voir quelque chose, voilà, vous allez voir que la distribution de ROS, bah, il a changé. Je ne suis plus sur ma distribution. Ah, ah là là, ça c'est quoi? Ah ok, c'est pour ça. Voilà, vous voyez. En gros, là, de ce côté sur mon PC, j'ai Jazzy qui fonctionne. Dans mon conteneur, je suis en noétique. Tu vois, en gros, là, je peux tester toutes les applications. Et je sais même plus comment on fait pour soucier. Ça fait tellement longtemps que j'ai pu utiliser. Nah, c'est ça. Voilà. Et c'est Ross. Ceux qui se rappellent encore, voilà, Ross Topic. Ah là là, ça fait. Il marche pas ici. Ah oui, il faut faire un Ross Core. Ah là là, ça fait tellement longtemps. Voilà. Vous voyez, ça c'est vraiment. Ici, j'ai Ross 1 qui est en train de fonctionner. Oh, pourtant, ici, j'ai pas de. Tu vois, ici, il ne voit rien du tout. Il ne sait même pas que. Il n'y a pas de. Tu vois, en fait, le container, il encapsule ton application. Et c'est toi il ne communique pas avec ton PC hôte, mais il va utiliser tous les ressources de ton PC hôte. Tu vois, ici, j'ai complètement un ROS 1 qui est en train de tourner sur mon PC, tandis que sur mon PC, bah, il n'est même pas au courant en fait. Il sait juste qu'il y a un container qui tourne. Et ça va me permettre de pouvoir tester toutes les applications. Ça me permet de tester toutes les applications en fait ROS 1 que j'ai envie. Par exemple, je dis, ah oui, il y a une application qui est sortie, mais c'est sur ROS 1. Sur ton PC, tu as installé ROS 2. Au lieu de désinstaller ROS 2 sur ton PC et d'installer ROS 1, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas plutôt utiliser une image ROS 1 et tester l'application dans ton image. C'est ça la plus-value. Voilà. Là, j'arrête tout. Je sors pareil aussi, tac. Et là, je suis sorti. Vous voyez? Là, je suis revenu sur mon PC. Je ne suis plus je ne suis plus à l'intérieur. Et là, si je fais un docker PS ici, là, comme vous avez pu voir, voilà, vous voyez, il a disparu. Le conteneur n'est plus là. Il a été supprimé. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé l'argument RM. OK? Voilà toute la puissance, en fait, du docker. Voilà toute la puissance du docker, ou alors plus précisément des conteneurs. Donc, le conteneur, en fait, c'est ça qui permet de pouvoir encapsuler ton application et l'isoler de ton PC hôte. Et c'est toi qui donnes les autorisations. Donc, par exemple, ici, il avait presque toutes les autorisations, hein, il n'y a pas de problème. Mais tu peux décider de dire, OK, je veux que mon conteneur partage tel répertoire avec mon PC hôte. Donc, en gros, tout ce que tu vas retrouver dans ce répertoire, tu le retrouveras aussi sur ton PC. Je veux, par exemple, que mon conteneur partage tel port avec mon PC hôte. Je veux que mon conteneur partage tel réseau avec mon PC hôte. Tu vois, tu as plein d'applications, tu as plein de possibilités. Mais c'est toi qui décides. C'est ça l'avantage, c'est que tu es capable de faire tourner un conteneur sur ton PC et tu lui donnes les autorisations pour avoir accès à tes ports, à ta caméra, à ton réseau, ainsi de suite. Et il va le faire, mais la grosse plus-value, c'est qu'il a aussi accès à toutes tes ressources. Et quand tu tournes une application, par exemple ROS, Gazebo, tout ça, bah, tu ne seras plus limité en termes de ressources parce qu'il va utiliser directement toutes les ressources de ton PC. OK? Donc ici, j'ai regroupé, comme vous avez pu voir, voilà, quelques petits commandes de base. Docker image qui va afficher la liste des images. Voilà. Docker build, on va revenir dessus. Ça permet de créer une image via un Docker file. On reviendra dessus plus bas. Docker pull et Docker push, voilà, qui permet de tirer ou de pousser une image sur le Docker Hub. Donc, vous avez pu voir, on a accès à plein d'images officielles. Donc, tu peux tirer ces images-là comme tu veux. Quand tu crées ton compte, tu peux pousser ta propre image sur Docker. OK? Docker PS-A, ça t'affiche la liste des conteneurs de ton système. Docker PS tout court,
va t'afficher la liste de conteneurs actifs. Donc, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure là, en fait. Docker PS t'affiche la liste de conteneurs qui sont en train de tourner, mais Docker PS-A t'affiche la liste de conteneurs qui sont sur le système, même ceux qui ne tournent plus. OK? Après, tu as les Docker log, voilà, pour afficher la log d'un conteneur, pour inspecter un conteneur, et ainsi de suite. Tu as pas mal de petits trucs. Le Docker run, voilà, créer un conteneur à partir d'une image, c'est ce qu'on vient tout juste de faire. Voilà, Docker exec, ça te permet de pouvoir ancrer dans un conteneur. Voilà, je vais relancer ce que j'ai fait tout à l'heure pour vous expliquer comment fonctionne le Docker exec parce que c'est super important. Donc, je vais relancer ça. Voilà, pareil, je viens tout juste de recréer mon conteneur. OK? Voilà. Maintenant, le Docker exec, en fait, je prends, voilà. Le Docker exec va te permettre de pouvoir accéder à ton conteneur. Donc, ici, je suis à l'intérieur. Mais si par exemple, je crée un conteneur et que je n'ai pas directement accès comme ça, donc j'ai un moyen de pouvoir y accéder, tu vois, via une commande qui s'appelle docker exec-it, pareil, tu donnes le nom du conteneur, donc le nom du conteneur ou l'image ou l'identité du conteneur, donc je peux prendre l'identité du conteneur, tu donnes une commande d'ancrer, comme ça, voilà, tu vas ancrer en bash, tac, pareil. Donc du coup, ici, je suis ancré dans je viens tout juste d'ancrer dans mon conteneur. Et ici, je suis donc en gros là et là, c'est la même chose. Donc, je suis au même endroit en fait. Donc, si tu vois, j'ai créé par exemple un fichier là, je fais un sudo euh, euh, sudo nano test point, point XML par exemple, comme ça. Ah oui, il n'a pas nano. Bon, on va pas faire ça, on va créer un dossier mkd. Il n'a pas nano, il faut l'installer à l'intérieur. mkd test. Voilà. Là, je viens de créer test. On est d'accord? De ce côté, mkd test, il est où? Alors, il est où? Voilà, il est là. Vous voyez, et ici, il va apparaître parce que nous sommes dans le même conteneur. Il est où? Ah, il est où? Ouais. Voilà, Là, le après, voici. Le voici. Vous voyez, j'ai créé, et je peux faire pareil ici, test 1. Il va, parce qu'en fait, nous sommes dans le, j'ai mal écrit, mkd test 1. Voilà. Vous voyez, voilà. Et il apparaît aussi ici, test 1. Si je supprime, sudo remove-mf, voilà. Si je supprime, ouais, il disparaît aussi ici. Vous voyez? En fait, c'est parce que je suis dans le même conteneur, en fait. C'est pour ça. Donc, tout ce que j'ai fait ici est répliqué ici. Je suis vraiment au même endroit. OK? Voilà. Donc, le Docker, et ce qu'il faut retenir, c'est ton Docker Run permet de créer ton conteneur et directement y accéder donc, via le bash. Ton Docker exec permet de pouvoir accéder à un conteneur. Par exemple, si tu as créé, si ton conteneur a qu'un tourné, et tu peux venir ancrer dans ton conteneur en utilisant un Docker exec. Docker stop, avec le nom du conteneur, te permet de pouvoir stopper un conteneur. Par exemple, ici, j'ai ce conteneur là qui tourne, je peux le stopper. Je vois si je fais un Docker stop comme ça. Bon, moi, c'est un conteneur qui tourne ce conteneur là, ça a une certaine option. Donc, il va toujours se relancer. Je peux le Docker stop, je peux le stopper comme ça. Il prend du temps. Voilà. Et tu voyais, il s'est stoppé. D'accord? Et normalement, il est toujours disponible quand même dans la liste de conteneurs. Dans Docker A, par exemple, il est quelque part ici. Le nom peut être confusion, mais il est quelque part là. Et ensuite, tu peux le relancer avec un Docker start. OK? Donc, Docker stop, Docker start pour stopper, relancer un conteneur. Tu peux supprimer le conteneur avec Docker RM. Et tu peux supprimer une image avec Docker RMI. D'accord. Docker RMI, image take, ça te permet de supprimer une image. OK? Donc là, ça c'est on vient tout juste de voir ça. Donc Docker run, comme j'expliquais tout à l'heure, pour pouvoir créer ton conteneur à partir d'une image ROS. Donc tu as quelques arguments.
Voilà, et ça, c'est super important. On va les utiliser. Tu as les arguments D et les arguments name. Voilà, chose que j'ai pas utilisée tout à l'heure. Parce que vous avez certainement vu ce qui s'est passé tout à l'heure quand on a créé l'image. Quand j'ai fait ça, il a créé l'image, mais avec un nom un peu bizarre. OK? Il a créé l'image, mais le nom était un peu bizarre. Donc, maintenant, si tu veux faire en sorte il crée un conteneur, autant pour moi, avec un nom spécifique, on utilise l'argument name, comme ceci. Donc, en gros, c'est pour dire, voilà, je viens là, je fais ça, name. C'est pour dire, crée, con noétique. C'est pour dire, en fait, crée un conteneur avec le nom noétique, con noétique. Donc, quand il fait ça, voilà, ici c'est bon, il a créé mon conteneur. Et si je regarde ici, vous allez voir, voilà, vous voyez, ici, il a créé mon conteneur et vous voyez qu'il a attribué le nom comme noétique. Il n'a plus attribué le nom par défaut comme tout à l'heure. Là, en fait, tout à l'heure, il avait un nom par défaut. Parce que quand tu ne spécifies pas un nom, il donne un nom par défaut. Maintenant, quand je spécifie le nom, voilà, vous voyez, tac, il me dit, OK, il prend le nom du conteneur que j'ai donné. C'est bon? Ensuite, un autre argument qui est super important, c'est l'argument D. Donc, je peux l'ajouter aussi ici. Le D, en fait, signifie le mot de détaché. En gros, c'est pour dire, crée mon conteneur, mais je veux qu'il tourne en arrière-plan. Tu vois, c'est vraiment le détaché. Je veux qu'il tourne en arrière-plan. Voilà. Vous voyez, ici, attendez, est-ce qu'il a créé ou pas? Voilà. En gros, comme vous pouvez le voir, il a créé mon conteneur, mais au lieu de directement me faire entrer dans mon conteneur après sa création, comme ce qui se faisait un peu plus haut là, là, il crée juste le conteneur avec l'ID et c'est tout bon. Et du coup, mon conteneur, il est en train de tourner en arrière-plan. C'est ça qu'on appelle le mode détaché. Et tu vois, quand j'ai fait, aïe, aïe, aïe. Quand je fais mon Docker PS, il me dit, j'ai un conteneur qui est en train de tourner. Et là, quand c'est comme ça, bah, je peux faire un docker exec-it, le nom du conteneur, et je peux accéder à mon conteneur. Voilà, c'est pareil. OK? Et si vous pouvez remarquer, les dossiers tests que j'ai créés tout à l'heure, ils n'existent plus. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que je fais un docker run, je crée un nouveau conteneur. Et quand tu crées un nouveau conteneur, c'est vraiment comme l'instance. C'est-à-dire que tu crées une instance avec la configuration de base. OK? Donc, si je fais ça, mon conteneur, il est toujours là, donc je peux le stopper. Et quand je vais le stopper, il va se supprimer. Voilà, je peux le stopper là et on est tout bon. Il n'y a plus rien du tout. OK? C'est bon? Voilà, il n'existe plus là, il est tout complètement parti parce que j'avais utilisé un RM qui disait qu'une fois que le conteneur est stoppé, il doit être supprimé. Ça te permet de libérer un peu d'espace. Bien, Oui, question. oui. Vu qu'à chaque fois qu'on stoppe un conteneur, il se supprime automatiquement. Mais par exemple, si un travail, c'est un projet un peu plus long, tout ça, et Mhm. qu'on n'avait pas de supprimer notre conteneur, mais juste le stopper, ou bien à chaque fois qu'on revient, on peut le réutiliser comme on l'a laissé, ça, c'est possible ou pas? Oui, c'est possible. C'est possible de faire ça. Tout ça, vraiment, ça va être lié à ton organisation de travail. Comment est-ce que tu veux utiliser ton conteneur? D'accord? Donc, il y a deux possibilités. Il y a certaines personnes, si tu encapsules vraiment ton application dans ton conteneur, ça signifie que tu auras toujours besoin que ton conteneur il ne change pas. Donc, Ouais. pourquoi? Parce que tu as tes applications qui sont à l'intérieur et tu as besoin de conserver ton conteneur tel quel. Et pour le faire, en fait, c'est tout simple. C'est juste que lorsque tu vas créer ton conteneur, tu dois, hop, On aimait pas la commande remove là, non? voilà, tu Ok. enlèves juste cette commande-là, en fait. Tu enlèves juste ça. Ok. Donc, quand tu l'enlèves, ça signifie qu'il va te créer un conteneur qui va être persistant. Donc, qui sera tout le Ok. temps dans ton système. Et à chaque fois que tu vas entrer à l'intérieur, tu auras toujours les mêmes modifications. Tu vois, il ne va pas te déranger par rapport à ça.
Ok, ok. Maintenant, c'est ça que je dis, c'est vraiment dépendant de comment est-ce que tu travailles. Donc, il y a d'autres méthodes de travail. Voilà, tu me donnes une bonne transition qui te pousse à créer des containers. En fait, il y a un autre moyen de travailler où, en fait, au lieu de stocker tout ton travail dans un conteneur, tu peux conserver ton travail volume, dans un volume persistant qui est sur ton PC. D'accord? Et c'est ce qu'on va faire là. Donc, par exemple, là, je mets comme ça RM. Voilà. Et toc, 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 name, blablabla. On va laisser ici. C'est pas grave. En fait, je vais ici, en fait, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, crée-moi un conteneur et partage-moi le volume, ce volume. Donc, de ce côté, c'est le répertoire où je suis, dans le PWD, et un répertoire workspace dans mon conteneur. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer? En gros, ça crée une sorte de tunnel de fichiers. C'est que tous les fichiers qui vont se trouver dans ce répertoire actuellement seront dans le répertoire workspace. Alors, si j'ai fait ça, j'aurais dû enlever le détaché pour que ce soit plus parlant. Bon, je vais faire ça, je vais enlever le détaché, je vais le stopper parce que j'ai pas besoin que. Hop, on voit ça, voilà. J'enlève le détaché. Voilà. Voilà. Donc, le volume. Voilà, vous voyez, ici, il vient tout juste de me créer un répertoire qui s'appelle Workspace. Et si j'entre dans ce répertoire Workspace, c'est là où la magie opère. Comme vous pouvez voir, j'ai tout ce qui se trouvait dans ce répertoire. Vous voyez, en fait, en gros, ça crée une sorte de tunnel entre le répertoire sur mon PC hôte, dans ce répertoire-ci, et un répertoire dans mon conteneur. Donc, tout ce qui se trouve dans ce répertoire sur mon PC hôte se retrouve dans mon conteneur. Et ça, c'est super utile. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça me permet, si tu as ton code source sur ton PC, tu peux compiler ton code source directement dans ton conteneur parce que tu as partagé le fichier. Mais les binaires de compilation vont rester dans ton conteneur et non sur ton PC. D'accord? C'est-à-dire que Ça marche. et ça, c'est super utile. Pourquoi? Parce que ça te permet tu utilises vraiment le conteneur comme un outil de compilation et non un outil de stockage. C'est-à-dire qu'il va juste contenir tous les binaires, tout ce qu'il faut pour faire fonctionner ton système. Et toi, tu viens juste rajouter le code de source et c'est tout bon. Et c'est pour ça que les volumes sont super importants. Là, typiquement, tu vois, si je crée ici mkd test, voilà, j'oublie toujours un truc. Voilà, vous allez voir ici, le voilà, il apparaît. En gros, et ces deux répertoires, ils sont partagés, ce qu'on appelle des volumes partagés. Ces deux répertoires, ils sont partagés. Donc, si je le supprime ici, sudo remove, il fait comme ça. Voilà, voilà, il me demande mon mot de passe. Voilà. Donc, si je le supprime, vous allez voir, voilà, il se supprime aussi ici. Donc, en gros, avec cette méthode ici, tu peux développer ton application sur ton PC hôte et le tester dans ton conteneur. Parce que si par exemple tu développes une application sur ROS noétique, tu vois, et que ton PC est sur ROS 2, tu vois, tu n'es pas limité. Parce que tu as ce volume qui est partagé, tu développes sur ton PC hôte et ensuite tu fais tes tests dans ton conteneur. On est bon? Ça, Ouais. c'est vraiment l'avantage de Docker aussi. Ça, c'est un gros avantage de Docker aussi. Donc, et après, c'est pas seulement, tu vois, en termes de, c'est pas que le volume que tu peux partager. Donc, si tu utilises des capteurs, par exemple, ou alors ou tu as besoin d'ouvrir un port pour comment dire, pour une application web, ou alors pour un système distant, tu vois, tu peux configurer. Tu peux faire des ports forwarding comme ça, tu peux partager le réseau, tu vois, en gros, quand je dis partager le réseau, ça signifie qu'en fait, je vois si fait ça, dans ton conteneur, tu as accès à Internet. Bon, le ping, j'ai pas installé le ping, mais tu as accès à Internet. Il faut que j'installe le network. Sudo, attends, voilà. Sudo apt update. Si j'ai fait ça, tu vas voir.
Voilà. Vous voyez, si parvient à mettre à jour des paquets, c'est parce qu'il a accès à Internet. Tu vois, dans mon conteneur, j'ai accès à Internet. Pourquoi? Parce que mon PC hôte a accès à Internet et il partage son réseau avec mon conteneur. Donc, du coup, dans mon conteneur, j'ai aussi accès à Internet. Ah ouais. Et je peux bloquer cet accès si je veux. C'est-à-dire que je peux dire non, 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 je ne veux pas que tu aies accès à Internet. Tu vois, je peux bloquer et il n'a pas accès à Internet. Ça, c'est possible de configurer aussi. Donc, en gros, tu as une machine dans une machine. Et c'est toi qui attribue, c'est toi qui accepte ou refuses ce que tu veux. Donc, voilà, quelques petits commandes de base aussi. Maintenant, on va taper un peu une notion super importante. Donc, la dernière partie, la création d'une image. Donc, il est possible de créer une image. Donc, au plus haut, je vous ai montré qu'on peut tirer une image existante sur Docker Hub, mais toi-même aussi, mais tu peux aussi confectionner ta propre image Docker. Et ça se le fait à partir d'un fichier qu'on appelle le Dockerfile. Donc, via le Dockerfile, tu peux créer ta propre image custom où tu fais tout ce que tu veux. OK? Et c'est ce qui se passe un peu ici. Donc, pour créer sa propre image via un Dockerfile, la première commande, c'est cette commande-ci. C'est-à-dire qu'en réalité, on crée une image à partir d'une image. C'est-à-dire, si tu veux créer ton image, tu vas toujours te baser sur une image existante. Donc ici, tu te dis, OK, from, donc à partir de l'image telle. Donc, par exemple, ici, je choisis à partir de l'image Ross Humble ou Ross Base. OK? Donc, tu donnes, derrière, tu le mets en mode interactif, tu fais les installations. Voilà. Tout à l'heure, ces installations, c'est super important. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'évoquais un peu plus haut. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux choisir les dépendances. Tu peux choisir ce que tu installes dans ton image. Et c'est ce qui se passe ici, en fait. Donc, tu prends une image, on va dire une image assez edge, légère. Tu installes ce que tu veux. Tu vois, par exemple, ici, on installe Nano, Python, machin. Tu l'attribues un nom d'utilisateur, voilà, pour qu'on ne soit pas forcément simplement en route. Tu crées un fichier à l'intérieur. Tu installes les dépendances et tu donnes comment se lancer. Donc, on va le faire. Donc, on va le faire, mais on va sortir déjà de ce répertoire pour le faire. Voilà, on va se mettre ici. On va se mettre ici. OK. On va aller un peu. Voilà, on va venir sur GitHub, sur VS Code. On continue sur VS Code. Je ferme tout ça. D'accord. Donc, je suis ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais créer tout simplement un Dockerfile. Donc, Dockerfile. Vous voyez, mon VS Code, il reconnaît déjà les Dockerfiles. Donc, quand tu mets Dockerfile comme ça, il reconnaît déjà. Maintenant, Dockerfile, c'est ça. Je vais recopier ce que j'ai mis ici. Donc, les Oui, Dockerfiles, c'est là où, égal, c'est dans le Dockerfile, en fait, c'est là où égal. on constitue directement, en fait, on fait la composition de notre image. C'est vraiment comme une recette. D'accord? Dans Dockerfile, c'est là où tu fais la recette de ton plat. C'est-à-dire que, OK, je vais créer une image. Pour créer mon image, je crée à partir d'une image existante. Donc là, j'ai choisi Rose Humble. Je lui mets quelques petites applications. Donc, j'ai défini un environnement, voilà, avec le mot-clé env. Je fais des installations. Par exemple, ici, vous voyez, on fait la mise à jour du répertoire et on installe quelques petites dépendances, Python, Nano, et ainsi de suite. On crée un nouvel utilisateur qui s'appelle dev, voilà, comme on le ferait sur un système Linux, hein, donc pareil. On crée un répertoire de travail, voilà, dans le room, username, workspace, source, d'accord. On définit notre répertoire de travail workday comme étant le room, username, workspace. On repasse en route, on installe les dépendances, on initialise les dépendances, on les installe, on met à jour. Et par la suite, on donne des commandes pour pouvoir accéder à notre image. Donc, ça c'est simple, ça dit qu'en fait, là c'est le encrypt point. Donc, à chaque fois on va vouloir, à chaque fois on va créer un container et qu'on voit entrer dans ce container, en gros, c'est tout ça qui va s'appliquer, qui va s'exécuter. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il va te faire une source, il va
il va te faire une source comme c'est indiqué ici et il va te mettre dans la commande bash. OK? Ça, c'est à peu près comment fonctionne des Dockerfile. Maintenant, une fois que tu as fait ça, d'accord, la question, parce que là, c'est la constitution de ton Dockerfile pour créer ton image, mais ton image n'est pas encore créée. Et maintenant, pour créer ton image, c'est tout simple. On utilise la commande docker build avec docker build-t pour dire tag. D'accord? Donc, on va faire la démo ici. Ah, je ne l'ai pas créé. Je l'ai créé où là? Il n'est pas ici. Ah, c'est dans source. Ok, on va aller dans source. Voilà, ici. Il est là. Donc, je veux créer. Voilà. Et donc, docker build-t, c'est la commande pour pouvoir créer ton image à partir d'un Dockerfile. Donc, docker build-t, c'est bon. Qu'est-ce que je fais? La deuxième partie, tu donnes le nom de l'image. Donc, ici, my.org. Pourquoi my.org? C'est si effectivement tu as créé une organisation dans Docker Hub. Donc, si ce n'est pas le cas, tu peux juste mettre le nom un nom de l'image. Donc, on va mettre test workshop. Text work, tu mets le nom d'un tag. Si tu ne mets pas le nom d'un tag, il va donner le tag latex. Latex pour dire dernière version. Donc, on va mettre le nom d'un tag. On va dire, voilà, tag 00.1. Et un dernier point super important, c'est ça. C'est point. Le point, en fait, c'est parce que tu l'indiques le répertoire où se trouve ton Dockerfile. Donc, ici, le point, c'est parce que, en fait, je suis dans le même répertoire que mon Dockerfile. Si mon Dockerfile était dans un autre fichier, par exemple tpwork, tu vois, ici, je mets que point, je mets le chemin vers ce fichier-là. Ici, le point, c'est parce que je suis dans le même répertoire que mon Dockerfile. Hyper important à ne pas oublier. Et donc, quand je fais ça, voilà, je tape ancrer. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va lancer la création de mon image en suivant toutes les instructions que j'ai données dans le Dockerfile. Vous voyez, il a d'abord commencé par les pouler, tirer mon host Humble Base ici. Il a fait ça. Ensuite, il est venu faire là, apt, il est venu installer les dépendances que j'ai notifiées. OK? Il a créé l'utilisateur dev, il a créé les répertoires, il a fait la mise à jour et il a exécuté les différentes commandes que j'ai mentionnées juste ici. Et là, il a terminé. Vous voyez, il a terminé. Et là, on va vérifier si effectivement mon image est disponible. Donc, docker image, grep. Mais voilà, test, work. Voilà, c'est ça. Bon, c'était pas le bon mot. Voilà, il est disponible. Et donc, là, je viens tout juste de créer mon image Docker. Et là, comme l'image est créée, bah, je peux l'utiliser exactement comme, comment dirais-je, je peux l'utiliser comme tous les autres images qu'on a manipulées par le départ. Donc, je peux créer un conteneur à partir de cette image-là. D'accord? Je peux créer n'importe quel type de conteneur à partir de cette image. Donc, il y a la commande pour créer un conteneur, vous connaissez déjà, docker run-it, le nom du conteneur. Tu vois, si je veux partager un volume v-v, je mentionne ça comme ça. Si je partage le réseau, voilà, par défaut, normalement, il partage, mais tu peux mettre aussi, tu donnes le nom de l'image et c'est tout bon. Donc, on va faire ça. Vous allez voir, on va accéder à notre image. Voilà. Au lieu d'utiliser ici la hausse noétique, je vais plutôt dire, voilà, utilise plutôt notre image ici. Donc, on va créer un petit conteneur là. Allez, 0.0.1. Donc, ici, le volume, tu vois. En fait, ici, je peux partager le volume. On va partager, que ce soit beaucoup plus cohérent. Il faut que ce soit ici. Voilà, on va prendre ça. Parce qu'en fait, quand j'ai créé mon image, j'ai créé ce répertoire. Donc, voilà, c'est normal que je le mentionne ici. Là, voilà. Et c'est tout bon. Donc, non, il y a eu un souci là. Il n'a pas aimé, il n'a pas aimé, il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé. Attends. Ah non, j'ai le nom. On va changer ça. Docker run activé, volume, blablabla.
Est-ce qu'il a créé? On va tester, on va voir. Non, il n'a pas créé. Il y a un souci. On va voir ce qui se passe. Qu'est-ce qui ne... euh, Qu'est-ce qu'il n'aime pas? Qu'est-ce qu'il n'aime pas? C'est bien ça. Test work 001. Bash. Voilà. Bon, on va enlever le volume déjà. Hop. Voilà. Ah, qu'est-ce qu'il arrive? Qu'est-ce qui n'aime pas? Ah, attends. Hop. Je pense qu'il crée, mais il crache. Ouais, c'est pour ça. Euh, Est-ce que je le vois là? Non, ce n'est pas là. Non, il n'est pas là. Non, on va peut-être mettre comme ça un bin bash. Non, il n'aime pas. Vous savez qu'il doit avoir un souci avec notre image qu'on a créée. On va l'épurer un peu. On va l'épurer beaucoup plus à ce niveau ici parce que des fois, il n'aime pas trop quand tu utilises Le batch. non, voilà, il n'aime pas trop quand tu utilises commande et encrypt point deux fois. Donc, on va faire ça. On va recréer notre image. Voilà. On va recréer une nouvelle image avec parce que comme on a modifié, en fait, il faut qu'on recrée une nouvelle image. Voilà. Voilà. Il a recréé l'image. Du coup, on ne se sert de cette nouvelle image-là. Ah, il n'aime toujours pas. Hop. Alors, pourquoi est-ce il nous fait ça? Et il nous met même pas de lock. Hmm. Alors, pourquoi est-ce qu'il n'aime pas? On va juste, on va juste lui donner, hop, cette partie en encrypt point. Voilà. Même ça, j'aime pas. On va l'enlever. On va rester avec des trucs beaucoup, beaucoup plus simples. Voilà. 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 On est pas mal là. You cannot fix the binary. Non, on va prendre bin bash dans ce cas. Hop. Qu'est-ce qui dérange? Qu'est-ce qui dérange? Bin bash cannot execute the binary file. Voilà. Ah, ok, c'est bon, je vois. C'est parce que j'avais déjà imposé un encrypt point dans le système, c'est pour ça qu'il n'arrivait pas. Parce que il y avait une redondance en fait. Ok, voilà, c'est tout bon maintenant. Voilà. Donc du coup, on est bien dans notre répertoire. Voilà, voilà. Il n'y a rien à l'intérieur parce qu'on n'a rien mis. Dans le Dockerfile, par exemple, parce qu'ici, on peut décider de faire une copie. C'est-à-dire que, par exemple, si je veux récupérer tout ce travail et le stocker dans voilà, je peux faire ça. Et le stocker, hop, et le stocker je vais dire ça comment? Dans mon image, voilà, il peut faire une copie. Donc, il est ici. Donc, on va juste prendre, voilà, TP work, par exemple, comme ça. Voilà, hop. Bon, en vrai, moi, j'ai une question là. Oui, Une question de vas-y. compréhension. En fait, j'aimerais demander, dans ce cas, donc ça voudra dire qu'on peut créer euh, un Docker. On peut créer un Dockerfile et mettre des dépendances à dire dans un cas précis où, par exemple, je suppose que je suis sur une distribution et, en fait, pas, pour le cas de Inchon qu'on a eu récemment là, est-ce qu'on peut créer, est-ce que c'est possible que là, on crée une image où on met des dépendances dont on a besoin, uniquement des dépendances dont on a besoin pour pouvoir quand même compiler
le projet qu'on est en train de développer et tout. Oui, exactement. Tu vois, typiquement, là, je viens d'ajouter les Nav2, Navigation to Bring Up avec le Slam Toolbox, tu vois. De base, il n'existait pas ici. Mais là, en fait, je viens tout juste de l'ajouter avec cette ligne de commande-là. C'est ça aussi la force parce que, tu vois, dans mon dossier, dans mon Dockerfile, au lieu d'installer tout ce qui concerne Host, j'installe que les dépendances que j'ai besoin. Et là, typiquement, tu vois, je viens installer quelque chose, je peux continuer à installer, il y a plein de dépendances que tu peux rajouter, tu vois, il me propose des trucs ici, tu vois, tu peux continuer à installer tout ce que tu veux et ouais, ça va fonctionner. Ok, Ça va maintenant, en fait, je ne sais pas, mais pour ma page, hein, je constate qu'il y a des dépendances qui ne sont pas compatibles avec des trucs là, avec des décisions, par exemple, sur lesquelles tu es. Et imaginons que, par exemple, là maintenant, je crois qu'on est sur Humble, hein, c'est-à-dire hein, oui, oui, c'est au sûr. niveau du dossier. Oui, oui, on est sur Humble. Voilà. Maintenant, imaginons qu'il y a des trucs là, des dépendances dont tu as besoin et qui ne sont pas compatibles avec Humble. Est-ce que dans le Docker, ça a marché? Bah, si tu as besoin de... En fait, non, ça va pas marcher parce que l'idée d'utiliser le Docker ou l'image Docker, c'est parce que tu veux garder une compatibilité. Si de base, c'est pas compatible, bah, ça va pas fonctionner dans ton image. Tu vois, en fait, Ok. la logique de compatibilité ne change pas. Tu vois, l'idée c'est juste ça, c'est de vraiment c'est garder cette logique de compatibilité là. Si les constructeurs, les mainteneurs de ROS, de Humble, de Ubuntu ont dit que ROS Humble fonctionne avec telle version de Ubuntu, que Gazebo fonctionne avec telle version de Ubuntu, bah, en construisant ton image, tu respectes tout ça en fait. C'est-à-dire Ok, quand tu vas c'est bon. construire ton image, tu dis OK, je veux que tu utilises telle version de Ubuntu, telle version de ROS, telle version de Gazebo, parce que tu respectes ça. Parce que derrière, sinon, ça ne marche pas. Parce que derrière, derrière cette image, en fait, il fonctionne exactement comme ton PC sur Linux, hein. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, là, par exemple, je viens de rajouter, tu vois, il est en train d'installer toutes les dépendances que j'ai données. Tu vois, il installe tout ça comme il faut. Ça prend un peu de temps, mais il va installer. Et là, l'avantage, c'est quoi? C'est qu'en fait, si moi, de mon côté, je fais un projet, je développe par exemple une application ROS et que dans cette application ROS, j'ai utilisé telle dépendance. Et je sais que voilà, toi, tu n'es peut-être pas au courant de tout ce que moi j'ai eu à installer. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une image Docker où je vais installer toutes ces dépendances-là. Et donc, quand je vais te transmettre cette image, toi, en fait, à partir de cette image, tu pourras créer un conteneur qui va te servir de pouvoir exécuter l'application que je t'ai transférée. Pourquoi? Parce que dans Ok. cette image-là, il y aura déjà toutes les dépendances installées. C'est un peu comme le requirement.txt de Python. Tu vois, quand tu crées ton Ah oui, oui, environnement oui, de Python, voilà, oui. Tu que... c'est pareil. Ok, ok. C'est pareil avec le requirement test de Python. C'est-à-dire que tu vas donner, sauf que dans Python, tu vois, tu mentionnes tous les dépendants des versions. Même si c'est pareil, tu fais pareil, hein. Tu vas mentionner tous tes dépendants, toutes tes installations, tu fais tout bien ici. Tu donnes les ports, tu copies ton code source, tu compiles, bref, tu fais toute ta recette en fait. Pour moi, c'est une sorte de recette. Tu travailles ici, tu fais tes recettes. Et ensuite, derrière, bah, tous ceux qui vont créer des conteneurs à partir de ton image, ils hériteront de toutes tes dépendances. Et là, ça facilite le transfert des données. OK? Ok, une autre question, hein. Oui. Et là maintenant, vous avez copié votre travail dans dans le Dockerfile, c'est-à-dire genre, Ouais. vous voulez, je sais pas, je vois ça là, oui. Ici, Oui, oui. copie, voilà. En fait, imaginez que vous transférez cette image-là à quelqu'un d'autre, hein. Mhm. Et la personne aussi, j'en veux l'exécuter. Bon, disons, avec le même projet, supposons que j'ai un projet suivant, pour lequel j'ai besoin d'une image du genre pour pouvoir, et vous avez déjà exécuté, maintenant vous me transmettez l'image, et c'est le même projet, par exemple. Est-ce que je dois avoir en parallèle le projet aussi en local pour que la copie qui est faite dans le Dockerfile en puisse marcher, ou bien du moment où l'image va être transmise directement, ça pourra marcher.
bonne question. Voilà, si on te transfère l'image, d'accord, tu n'as plus besoin d'avoir le dossier. Pourquoi? Parce qu'en fait, lors de la création de l'image, le contenu du dossier a été transféré dans l'image. D'accord? Et c'est ce qui s'est passé ici. Là, tu vois, typiquement, là, je suis dans l'image, je suis dans le conteneur de l'image, et tu vois, j'ai accès au dossier. OK? Ok. Mais Ok. maintenant, si la personne a plutôt, au lieu de copier le code dans l'image, il avait plutôt, un peu comme tout à l'heure, il avait plutôt utilisé les volumes, le levier là. Là, tu auras besoin d'avoir ce même volume sur ton PC parce qu'il a juste fait un partage de volume, un partage de répertoire. Mais s'il a fait déjà la copie de l'image, la copie du dossier dans l'image, plus besoin que toi tu aies ce dossier-là sur ton PC, non. C'est-à-dire que ce dossier est déjà disponible dans l'image et tous ceux qui ont accès à l'image auront accès au dossier. Et c'est ce qui se passe là. Tu vois, là, je viens tout juste d'entrer dans l'image, tu vois. Je viens tout juste d'entrer dans l'image. Je viens tout juste d'entrer dans le conteneur et j'ai accès au dossier. OK? Et voici ça. J'ai accès au dossier. Et tu vois, je peux créer, voilà, attends, on va faire quelque chose. MKG, j'aime bien. Test, voilà, ici. Il a créé. Et là, et de ce côté, voilà, on va faire un très bon exercice. Je vais créer un nouveau conteneur. Voilà. De ce côté, je vais créer un nouveau conteneur à partir de la même image. C'est-à-dire que l'image n'a pas changé. D'accord? Je crée un nouveau conteneur à partir de la même image. Voilà. Et tu vois, ici, est-ce que tu vois le fichier test? Non. Le dossier Non, test. Pourquoi? Parce qu'en fait, non. on est C'est un nouveau déjà, conteneur. voilà, on est dans deux conteneurs différents. Mais tu vois, à chaque fois que tu crées un nouveau conteneur, il va conserver le répertoire de base. C'est-à-dire que la modification que j'ai effectuée dans le répertoire ici, en ajoutant un test, bah, il n'est pas ici parce que cette modification a été faite dans un conteneur. Et derrière, si tu crées un nouveau conteneur, tu crées un nouveau conteneur à partir d'une image. Donc, en gros, bah, il va te créer ton conteneur juste à partir il va te créer ton conteneur à partir me dis quoi? De tout ce qui, oh, qu'est-ce que je voulais dire? Il va te créer ton conteneur à partir de l'image de base qui a été, comme ça a été créé, donc avec le dossier tel quel. Ok. OK? C'est bon. Voilà. Bien. Donc, voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, ton Dockerfile te permet de créer des images. Donc, ça te va te permettre de pouvoir cadencer, de faire la construction comme il faut. Donc, tu mets tout ce que tu veux. Tu peux copier les volumes, tu peux donner les accès à des ports, tout ça. Bref, c'est toi qui veux. D'accord? Donc, ça, c'est tout bon. Ça, c'est tout bon. On a vu ça. Comme tout à l'heure, voilà, tu peux décider. Voilà, ça, c'est pas mal aussi à mentionner. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire de mon côté. C'est, en fait, je vais faire ça là, hop. En fait, moi, j'aime bien, ça c'est chacun qui gère, j'aime bien créer des scripts bash comme ça pour pouvoir lancer mon conteneur. Donc, vous voyez, là, c'est la commande que j'ai lancée tout à l'heure, Docker run, tout ça. Vous voyez, vous rappelez en fait de la commande. Donc, attends, on va reprendre ça. Vous allez comprendre très vite. Hop, ce qui se passe. Alors, on va enlever ça. En fait, bien, là, on va taper à une autre partie de notre système. Et là, vous allez voir que c'est pas mal, c'est super, super, c'est top. C'est quoi? C'est qu'en fait, en plus de la mémoire du système, tu peux aussi partager la mémoire graphique. À quoi va te servir de partager la mémoire graphique? Ça va te permettre en fait de pouvoir utiliser des applications graphiques dans ton conteneur. D'accord? Là, en fait, ce que je viens de faire ici, là, c'est juste automatiser j'ai juste automatisé la ligne de commande que j'effectue ici, parce que je voulais rajouter des petits arguments spécifiques. Donc, ces arguments spécifiques, c'est surtout ces deux-là, où je partage l'environnement display et le volume TMT de X11 de Unix, en fait. Ça,
ces deux partages vont permettre à ce que mon conteneur puisse utiliser l'espace graphique de mon PC. En gros, si dans mon conteneur, j'ai besoin d'afficher quelque chose de graphique, bah, il pourra le faire. OK? Et ça, on pourra le faire le test. Ah, il n'a pas installé Airvis. Est-ce qu'il a installé Qt? Ah, bon, installons-le. On va installer sudo apt install. Ah, Airvis. Est-ce que c'est comme ça? Non, c'est pas ça. Sudo apt install roche humble. Ah, Airvis 2. Je sais plus si c'était comme ça ou on va d'abord sudo apt update. On va d'abord faire ça. On va d'abord faire ça. Voilà, on va cesser aussi comme ça. Hop. Normalement, il devait l'installer dans la commande. Ah oui, je n'ai pas utilisé. Bon, il n'est toujours pas là. Quelle application graphique on a sur... Bon, on va faire sudo apt install. Ah oui, on va installer Qt. Install ROS Humble. On va installer Qt Humble-RQT. Voilà. Il installe RQT. RQT, c'est une application assez graphique. Ça, c'est juste un exemple. C'est pour ça nous permettre de pouvoir... Voilà. Et la magie vient d'opérer. Vous voyez, là, je suis dans mon conteneur et je viens de lancer une application graphique. Et ça, c'est un super avantage. Pourquoi? Parce que avec ça, ça te permet de pouvoir utiliser même Gazebo et Airvis dans ton conteneur. Donc, tu peux lancer Gazebo dans le conteneur, il va fonctionner. Bon, je ne sais pas s'il a installé Gazebo là. Ah non, il n'est pas installé. Ah oui, si, il est installé. Ah oui. Voilà. Vous voyez, j'ai mon Gazebo qui vient tout juste de s'ouvrir. Et là, c'est... Voilà. Ça, c'est lequel? Ça, c'est pas Gazebo, c'est C'est pas Ga- GZ, hein. Oui, oui, c'est pas GZ. Et c'est ça aussi, tu vois. Typiquement, en réalité, Gazebo classique et Gazebo GZ ne peuvent pas fonctionner ensemble dans un même PC. Mais avec les containers et les images Docker, tu vois, je peux continuer à utiliser Gazebo classique, mais plutôt via un container. Intéressant. Voilà, tu vois. Voilà, il est là, il fonctionne comme il faut. Il est tout. Tout à l'heure, ce que je n'arrivais pas à trouver sur le nouveau Gazebo, c'était ça, tu vois. Je peux élargir, mais l'autre, je n'arrivais pas à élargir comme ça. OK, voilà. Et tu vois, il fonctionne. On est bien. Donc, c'est ce que je voulais expliquer, c'est qu'en fait, tu peux partager à la fois le volume, l'espace mémoire, la connexion, bref, plein de Donc, choses. Et tu vois, tu as donc accès. en vrai, sans partager la carte graphique de genre du PC, tu ne pourras pas visualiser en image Oui, les oui, trucs, hein. sans partager l'espace graphique, tu ne peux pas partager. Il ne pourra pas. En fait, il va essayer d'ouvrir l'application Gazebo, RQT, bref, l'application qui est l'application graphique. Mais vu qu'il n'y a pas ce partage-là, il va caler. C'est ce qui s'est passé ici là, quand j'ai essayé avec Gazebo. Et c'est Ok. pour ça, en fait, et toi, pour qu'il puisse le faire, il faut que tu partages ton environnement, l'environnement display de ton PC et l'environnement TMT Unix de ton PC. Une fois que tu effectues ces deux partages-là, et là, du coup, ton conteneur a accès à la mémoire graphique de ton PC. Du coup, il est capable de pouvoir faire apparaître toute application graphique sans problème. D'accord? Ouais. Bien. Ah, j'ai oublié de mettre le grep. C'est tout bon. Voilà un peu comment on peut utiliser Docker et à quoi ça sert. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Donc, comme vous avez pu voir, c'est vraiment un outil qui te permet de pouvoir containeriser ton application au travers des images Docker et des containers. Tu peux partager tout ce que tu veux de ton PC au container via les volumes, via les ports, le network et plein d'autres choses. Tu peux créer ta propre image Docker en te basant sur une image Docker déjà existante et en rajoutant toutes les applications que tu veux, des dépendances que tu souhaites. Tu peux partager ton image Docker à n'importe qui via le Docker Hub, donc tu peux pousser, Docker vient pouler et voilà, ça fonctionne. Tu peux, oui, l'espace graphique, j'ai déjà parlé de ça. Donc voilà, en fait, tellement d'applications qui sont possibles avec Docker. Bon, maintenant, il y a des petits bonus. Non, j'ai pas parlé de ça.
qui sont très utiles. Donc, ce que je viens de vous montrer, c'est la version classique. Donc, la version classique d'utiliser Docker. Mais avec VS Code, il existe aussi un outil qu'on appelle le Dev Container. D'accord? Le Dev Container, en fait, c'est toujours le Docker qui fonctionne, hein, mais en gros, c'est directement via VS Code, tu peux structurer la création de ton image et de ton container directement via VS Code. D'accord? Donc, ça, c'est en utilisant le Dev Container. Beaucoup d'utilisent, des gens qui sont un peu adeptes de VS Code, bah, au lieu de créer à la main comme on a fait là, bah, ils vont préférer plutôt passer par VS Code et faire tout ça via VS Code. OK? Ensuite, il y a une autre notion qu'on appelle le Docker Compose. Le Docker Compose, en fait, c'est un autre outil qui va te permettre de pouvoir créer plusieurs images à la fois, plusieurs conteneurs à la fois. OK? On en reviendra certainement dessus un moment ou un autre. Après, tu as ce qu'on appelle le Docker Multistage. Ça te permet de faire la conception d'une image Docker en te basant de plein d'autres images. Donc, ça, c'est aussi des trucs qu'on pourra voir par la suite. Voilà. Donc, c'est aussi important que vous sachiez que ça existe, donc pour la culture. Mais voilà un peu comment ça fonctionne. Donc, Docker, franchement, pour la robotique, c'est un outil hyper puissant. Ça sert à la fois pour la part développement robotique, tu vois. Typiquement, on n'est pas limité en termes de version d'Ubuntu, de version de RHEL, des versions de dépendance. Tu vois, tu peux vraiment créer un environnement complet spécifique pour ton application et tu peux développer là à l'intérieur. Tu peux aussi transférer cet environnement-là à n'importe qui d'autre pour que voilà, il puisse répliquer la même chose. Et un truc que j'ai peut-être pas énormément parlé dessus, tu peux déployer ton système. Typiquement, dans les grosses entreprises, quand tu veux déployer le système robotique sur un robot, ils vont déployer via des Docker. Tu vois, ils vont créer une image Docker et ils vont déployer à l'intérieur leur application. Parce que ça va tourner en continu et l'image, le Docker, vu qu'il encapsule ton application, mais qu'il est capable aussi de pouvoir communiquer avec ton système externe, ça veut dire que d'une part, il va recevoir les données capteurs et d'autre part, il pourra commander tes actionneurs. Et du coup, ça te facilite le déploiement vraiment de ton système sur un robot. OK? Donc, voilà un peu le monde merveilleux de Docker. Et donc, je vous invite, voilà, à aller faire, à suivre aussi un peu les tutos de Docker et tout. Donc, c'est pas compliqué, vous allez voir, il y a beaucoup de choses qui se répètent. Et voilà, sur nos projets, on pourra certainement travailler avec ça aussi, sur nos projets. Et voilà quoi. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce qu'on vient de voir là? Bon, alors là, moi, non. Il faudrait, moi, c'est ma routine, il faudrait que je me laisse à la chose et puis j'expérimente d'abord parce que c'est une notion qui est pour moi tout nouveau. Mhm. Ok. Moi, j'ai une question. Oui, oui. J'ai vu que tu as la possibilité à tout expliquer. J'ai vu que les conteneurs sont indépendants. Mais est-ce qu'il n'y a pas un moyen, par exemple, on utilise deux conteneurs différents. Après, c'est une sorte de, c'est un moyen de récupérer, par exemple, le fichier d'un conteneur vers un autre, quoi. Je ne sais pas si c'est possible ou bien une sorte de communication entre eux, un Mhm. truc comme ça, quoi. Est-ce Tout que à fait. c'est possible? Oui, oui, c'est possible, c'est bien possible de faire communiquer deux conteneurs via. En fait, la méthode que tu utilises pour faire communiquer un conteneur et ton PC hôte, tu peux utiliser cette même méthode pour faire communiquer ton conteneur, deux conteneurs. Déjà, je n'ai Ok. pas peut-être parlé de ça, tu as les networks, hein, je n'ai pas mentionné, il y a les Docker Network qui te permettent tu peux créer un réseau local où tes conteneurs communiquent entre eux. Ah ouais. Tu vois, tu peux créer le volume, par exemple, le volume dont j'ai évoqué tout à l'heure. Ce volume-là, ça peut être un volume qui link à la fois les deux conteneurs, tu vois. Donc, en gros, tu as deux conteneurs qui, tous les deux, ils ont accès à ce volume-là. Donc, les deux conteneurs, par exemple, aussi, ils peuvent aussi avoir accès à ton network. Et c'est ça l'avantage aussi avec ROS 2. C'est que ROS 2, avec les nouvelles versions, tu as ce qu'on appelle les DDS. Les DDS, en fait, ça va te permettre, c'est un protocole de communication. Tu as le Fast DDS, tu as le Cyclone, tu as le Zeno qui est sorti tout récemment. Et avec ça, en fait, vu que tes conteneurs sont basés sur le même réseau local, ils pourront communiquer via des topics. C'est-à-dire que les topics qui sont visibles sur un conteneur pourront être visibles sur l'autre conteneur et vice-versa, parce qu'ils sont sur le même réseau.
Et pareil aussi, les topics qui sont visibles dans le conteneur pourront être visibles sur ton PC hôte. C'est-à-dire que tu peux vraiment tourner une application ROS dans un conteneur et tu partages les topics dans ton PC hôte et vice-versa. Donc, il y a pas mal de manipulations comme ça que tu peux faire en fait. Tout c'est juste de la configuration. Et tu vois, ça te permet d'ouvrir, tu vois, en fait, c'est toi qui es le maître des choses. Tu peux encapsuler certaines choses, tu peux fermer, tu peux ouvrir un peu, tu peux créer le tunnel ici, tu vois un peu, tu as pas mal d'options. L'administrateur, quoi, réseau, un truc comme ça. C'est ça. Ok, ouais. Donc voilà, en fait, c'est vraiment un outil très puissant à connaître. Et tu vas voir typiquement dans le monde de la robotique, en général, bon, peut-être qu'il y a beaucoup qui ne le font pas. En général, c'est un genre quand tu déploies les systèmes sur GitHub pour faciliter l'implémentation de leur système par rapport aux autres, ils vont dire, OK, voici l'image Docker pour faire tourner mon compte, pour faire tourner mon application. Quand ils te fournissent cette image Docker, tu n'as même plus besoin d'installer une dépendance. Il y a tout à l'intérieur. Donc, tu peux rapidement tester son application sans toutefois installer des, des dépendances, des versions et tout. Tu vois, tu n'as plus ce problème de compatibilité, de machin, tout ça. Il n'y a plus tout ça, bref. Tu es libre, quoi. Ok. C'est tout ça la puissance de Docker. Mais oui, effectivement, ça vient avec le temps, hein. Il faut prendre un peu le temps, étape par étape. Et vous allez voir, vous allez aimer. Et on va énormément travailler avec parce que c'est vraiment un outil hyper, hyper puissant. Mais attends, Ça change la vie. question là. Oui, Vu que je suppose que la plupart des gens qui utilisent les Docker, ils sont sur Linux, je oui, c'est ça. suppose. Bon, pas la plupart, mais Euh, en termes de robotique, on utilise beaucoup ça sur Linux parce que voilà, tu as d'autres applications qui tournent sur Linux, donc tu vois, c'est mieux, ouais. quoi. Donc, par exemple, pour les gens, donc c'est-à-dire, c'est pour ceux qui utilisent Windows, il y a une petite différence. Il y a Non, quelques différences, mais pas pas trop. vraiment. Pas énormément, pas énormément. Comme je t'ai dit, les containers, c'est vraiment des containers, quoi. Ça encapsule ton application. C'est-à-dire qu'une fois que ton container tourne, bah, tu peux toujours l'utiliser comme tu utilises sur Linux. Moi, je n'ai pas énormément utilisé sur Windows. Déjà, je n'ai même pas Windows. Je n'ai pas énormément utilisé Ouais, là-bas, mais ça fonctionne presque pareil. Peut-être, tu vois, c'est un peu plus graphique quand même sur Windows, mais ça fonctionne ouais, presque pareil, quoi. ok, ok. Mais effectivement, il y a plus de sens de l'utiliser sur. En fait, je trouve que ça n'a pas trop de sens de l'utiliser dans un VM parce que voilà, c'est normal, c'est censé concurrencer ou Ouais, remplacer un peu c'est- les VM, donc ça n'a pas trop de dans- sens. dans- dans- Ça va être limité par la VM. Mais voilà, tu peux l'utiliser vraiment sur ton Windows. Il faut juste savoir bien configurer et tu auras accès à tout ça, quoi. ouais, je pense que sur Windows, il y a un moyen d'installer un distributeur Mhm, sur tout à Windows fait. par VF. WPSF. Je pense que ça, c'est possible aussi. Ça, ouais, c'est ça. Donc, j'avais fait ce document il y a cela voilà, 2023, ça date un peu, mais ça reste toujours un peu d'actualité. Vous pouvez toujours suivre ça, hein. Ça explique tout ce qu'on vient de faire là, jusqu'à la partie partage d'espace graphique. Voilà, c'est presque pareil, mais voilà, ça reste super intéressant quand même. Ok, il y a d'autres Bon, questions? non, concernant les docteurs, pour moi, c'est bon. Comme il a dit, juste un peu de pratique avec le reste. Le temps, ça viendra avec le temps. Le Ça reste viendra marche. avec le temps. Ok, ok, ça marche. Bon, on va s'arrêter là pour les dockers. En tout cas, merci bien pour l'écoute. On va passer à autre chose. Ciao.